Mais très rapidement, tout le monde, merci de participer à ce webinaire sur la cybersécurité, 45 minutes avec Maxime Alédine de Cyberwatch. On est très heureux d'organiser cet événement. C'est un des premiers qu'on relance depuis le groupe de Hong Kong, à l'initiative principalement des centraliens de Chine et ouvert à tout le monde et à l'ensemble des écoles du groupe central Supélec. Donc, on a déjà bien attendu les 3 minutes réglementaires pour attendre les retardataires. Donc, on va très vite commencer. On va laisser Maxime nous amener à travers sa présentation. Il va vous parler de lui, de sa société et puis plus principalement des activités autour de la cybersécurité. Et on va se garder une bonne quinzaine de minutes à la fin pour un échange et des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous prierai de les garder pour la fin et vous aurez normalement tout le temps nécessaire pour les poser à la fin. Et donc, sans plus attendre, Maxime, je vais te laisser la main maintenant pour nous amener à travers ta présentation. Et merci encore d'être notre speaker pour ce jour. Parfait. Donc, Maxime Alédine, donc promotion sortante 2013 de Centralement. Effectivement, là, on va parler un peu de sécurité informatique. Bon, je ne suis pas du tout là pour faire ma promotion personnelle ou professionnelle. L'idée, c'est plutôt de vous parler un petit peu des métiers qu'il peut y avoir en ce moment en sécurité informatique, voir si ça peut susciter des vocations. L'idée, c'est que vous puissiez partir de tout ça avec quelques idées éventuellement, si jamais donc c'est un secteur qui vous intéresse, parce que c'est pas qu'un secteur d'informaticien pur et dur. C'est un secteur aussi très orienté processus humain, parce que la sécurité informatique, c'est pas que de la technique, il y a aussi beaucoup d'humain derrière. L'idée, c'est de vous parler très rapidement vraiment de quelques chiffres, après de vous parler un petit peu de mon parcours aussi, de vous présenter les métiers de la cyber et puis de vous parler un petit peu de prospective en grande modestie, j'insiste là-dessus parce que des gens qui prédisent le futur, j'en connais pas beaucoup et je suis certainement pas de ceux-là. Donc l'idée, c'est plutôt de vous parler un petit peu de ce qu'on peut observer par contre avec des tendances très fortes sur le sujet. Quelques chiffres, déjà, c'est simplement pour vous dire que les attaques informatiques, vous devez en voir pas mal en ce moment parce qu'en fait, il y a une multiplication très forte du nombre d'attaques et en fait, notamment, le nombre d'attaques réussies. C'est-à-dire que des attaques informatiques, en fait, il y en a tout le temps. Par contre, toutes ne réussissent pas parce que, en fait, la plupart sont réalisées par des robots. En fait, la plupart des attaques réussies, elles viennent soit de personnes qui sont des cibles faciles et qui sont à voir par des robots, soit en fait par des humains qui ont fait des attaques plus ciblées et les pirates, tout simplement, comme ils cherchent à gagner de l'argent, et en fait, ils cherchent à faire le moins d'efforts possible. Si jamais ils cherchent à faire le moins d'efforts possible, ça veut dire qu'ils font des attaques automatisées. Et donc, ces attaques-là, en fait, comment ça se passe? Ce sont des attaques qui sont la plupart du temps en fait faites avec des robots qui vont faire des installations de ce qu'on appelle des ransomware ou des rançongiciels pour le terme. C'est la première menace aujourd'hui pour les entreprises et les collectivités. Donc, c'était déjà le cas en 2020 et en fait, c'est toujours le cas en 2021. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et en termes de répartition, ce qu'on voit, c'est que c'est des attaques qui concernent en fait un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas que le service public qui est impacté et c'est pas non plus que les grandes entreprises qui sont impactées. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, tout le monde est concerné par la sécurité informatique. Le seul sujet, c'est est-ce que vous vous sentez aussi concerné par le sujet? Est-ce que vous allez faire des actions ou pas? Si jamais la réponse c'est non, vous aurez certainement des problèmes a priori dans les mois ou dans les années à venir. Au niveau de mon parcours, donc promotion sortante 2013 de CNA, j'étais dans la première promotion qui était formée en alternance à l'école, donc ça fait que j'étais chez Safran notamment, qui est une super entreprise qui fait confiance à des jeunes et qui continue aujourd'hui des partenariats avec l'école, donc vraiment ça c'est génial. J'avais aussi fait un master de recherche à l'université de Nantes en informatique appliquée, c'est des choses qui existent aujourd'hui encore à l'école, on peut faire une sorte de double diplôme avec un peu de recherche à côté. C'est très intéressant. Et puis, j'ai fait partie aussi des personnes qui ont utilisé un dispositif de passage double diplôme en quelque sorte avec Sciences Po. En fait, on peut directement faire Sciences Po après Centrale. Il y a plusieurs personnes de l'école qui sont passées par là et je fais partie de ces personnes-là. La sécurité informatique, j'avais commencé très tôt. J'avais commencé en fait à 12 ans. Je m'amusais à pirater moi-même des jeux et quand je dis pirater moi-même des jeux, c'est pas je prenais un crack sur internet et je m'en servais pour
pour en gros jouer sans idée, c'est en fait que j'apprenais moi-même à le faire grâce à des magazines à l'époque. Il n'y avait pas encore Internet aussi largement répandu qu'aujourd'hui. Et donc, c'était avec des magazines et je suis tombé dedans un petit peu quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir créer CyberWatch, donc mon entreprise de sécurité informatique, avec un autre central de Nantes qui s'appelle Florian Vininger et qui était de ma promo aussi, donc ECM sortante 2013. Avec CyberWatch, donc on gère tout un tas de problématiques de sécurité informatique qu'on appelle la gestion des vulnérabilités et de la conformité. Et si jamais je vais un petit peu plus loin maintenant sur ce que c'est concrètement la sécurité informatique, eh bien, l'idée, ça va être de vous en parler sous l'angle métier. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de faire de la promotion d'une boîte ou de ma personne, c'est simplement de vous dire, OK, en fait, c'est quoi la sécurité informatique? Et d'essayer de rendre un peu plus, on va dire, concret, ce secteur qui est souvent un peu marketing aujourd'hui. C'est-à-dire que la sécurité informatique, tout le monde en parle, mais il y en a très peu qui en font aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont vous dire que ça les intéresse, mais il y en a en fait assez peu qui, concrètement, passent des commandes derrière. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de buzz, entre guillemets, mais il faut se méfier. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière ce buzz en termes de métier? Donc, pour vous parler des grandes familles de métiers de la sécurité informatique, eh ben, en fait, il y a deux approches. Il y a une approche orientée attaque et une approche orientée défense. C'est-à-dire que soit vous visez à simuler des attaques informatiques, soit vous visez à protéger les entreprises. Sachant que la partie orientée attaque, en fait, c'est pas attaquer pour attaquer, c'est attaquer pour mieux comprendre comment se défendre derrière. Il y a des produits et des services derrière dans chaque catégorie. Et donc, on a des produits qui vont viser à faire des tentatives d'attaque, notamment des attaques automatisées. Et on a aussi des produits de défense automatisés. Ben, nous, par exemple, avec CyberWatch, c'est plutôt là-dedans qu'on s'en sert. Donc, pour résumer, vous pouvez faire des produits que après vous vendez et qui, derrière, en fait, vont viser soit à simuler des attaques contre des entreprises ou des institutions, de manière légale, hein, normalement, soit des éléments orientés défense, c'est-à-dire des contre-mesures qui réduisent normalement les tentatives possibles d'attaque. Et à côté de ça, il y a une autre partie qui s'appelle les services. Et en fait, les services, c'est tout simplement des choses que vous voyez dans tous les secteurs, du conseil et de l'audit principalement. C'est-à-dire que vous pouvez faire du conseil en sécurité informatique. Concrètement, vous dites ce qu'il faut faire et après, c'est plus votre problème. Vous pouvez même faire de l'intégration de produits de sécurité. Là, c'est vous déployez les solutions, vous êtes chargé de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et puis, vous avez la partie audit qui vise à mesurer, par exemple, à constater des éléments en termes de sécurité informatique. Et là-dessus, donc, vous avez la partie attaque et la partie défense. La partie attaque, c'est un petit peu ce qu'on voit dans les films, si on fait des simulations d'attaque sur des entreprises et on regarde un petit peu comment ça se passe et derrière, on fait des rapports principalement auprès des entreprises pour leur dire, ben, en fait, voici ce qui ne va pas chez vous. Pour la partie défense, c'est ce qu'on appelle principalement du SOC, pour Security Operations Center. C'est tout simplement, on agit un petit peu comme une tour d'alarme pour l'entreprise, une tour d'alarme humaine. On devient un petit peu le gendarme cyber de l'entreprise et on fait en sorte de vérifier qu'il n'y a pas d'intrus. Donc, finalement, déjà, on peut dire que tous les métiers de la sécurité informatique sont dans une de ces quatre catégories, c'est-à-dire soit en production de service, et puis soit une approche orientée attaque, soit une approche orientée défense. En fait, quand on regarde la partie service, elle demande très très peu d'investissement, c'est-à-dire que si jamais ça vous intéresse de vous lancer très facilement, vous pouvez tout de suite démarrer une activité de service du jour au lendemain sans investissement. Et par contre, si vous voulez faire un produit, bah là, il va falloir faire pas mal d'investissements, notamment de temps ou d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, un produit, ça demande de la recherche et du développement principalement avant de pouvoir se commercialiser, tandis que la partie service, si jamais vous avez un petit peu d'expertise sur le sujet, demain, il y a tellement de demandes sur le marché que demain, même sans grande expertise, vous pouvez être embauché en fait quelque temps en sécurité informatique finalement. Et après, l'approche orientée attaque, il y a énormément de documentation sur le sujet, donc il y a relativement peu d'expertise requise, alors que l'approche orientée défense, il faut être très très fort sur le sujet, il faut vraiment faire une veille quasiment quotidienne, parce que il y a une phrase d'un copain en sécurité informatique qui s'appelle Mauro Israël et que j'aime bien, c'est il dit en fait, les attaquants ont besoin d'être bons qu'une seule fois, tandis que les défenseurs ont besoin d'être bons tout le temps. Et ça, c'est la grande différence entre attaque et défense, et c'est ce qui fait qu'il y a une expertise requise très forte en termes de défense. Donc, tout ça pour vous dire que si jamais vous cherchez à démarrer en sécurité informatique sans grande expertise, vous pouvez faire des services orientés attaque. Et puis après, en fonction de vos appétences, vous pouvez soit évoluer vers du produit, soit continuer dans la partie service, mais orienté défense. Et il y a énormément donc, de formations en ligne pour devenir un pen tester, par exemple, je reviendrai là-dessus après. Et il y a aussi pas mal de choses orientées mesures organisationnelles.
Donc, on pourra leur envoyer la brochure, hein, si tu veux, après, Bertrand. Mais en fait, là, je vous ai mis quelques mots-clés qui peuvent vous intéresser si vous voulez faire des métiers dans l'organisationnel avec du SOC ou devenir RSSI, par exemple, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et puis, avec aussi des normes qui sont très orientées processus, un peu comme les normes sur la qualité dans les entreprises, mais orientées sécurité informatique, avec notamment l'ISO 27001. Quelques notions techniques transverses, si jamais ça vous intéresse, la cyber. Eh bien déjà, en fait, c'est quoi la cybersécurité? Donc, il y a une définition qui existe sur le sujet. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est une définition. Ça permet de mettre quelques termes, on va dire quelques idées derrière le terme un peu flou de la sécurité informatique. Eh bien, en fait, le concept, c'est de dire le système d'information, donc l'ensemble des actifs qui contiennent de l'information dans une entreprise, c'est un patrimoine. Un peu comme un bâtiment, c'est un patrimoine. C'est-à-dire qu'un bâtiment, c'est un actif de l'entreprise. Et bien, les informations, les données bancaires, les données des clients, ce sont des actifs. Et comme tout actif, comme tout élément donc patrimonial, il faut le protéger. Si jamais vous avez un trésor chez vous, votre patrimoine, vous devez mettre des mesures de protection autour de ça et des données, par exemple, c'est aussi un trésor de guerre pour une entreprise. Et la sécurité informatique, ça consiste à garantir que les ressources matérielles ou logicielles d'une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre prévu. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous sortez du cas d'usage, en fait, ça veut dire que vous nuisez à la sécurité des éléments ciblés. Pour ça, on mesure trois choses en termes d'actifs informatiques, en termes de sécurité de l'information. On mesure le niveau de disponibilité, c'est est-ce que j'ai accès à mon système d'information. Le niveau de confidentialité, c'est qui a accès à mon système d'information et en fait, est-ce que c'est uniquement les personnes qui sont censées y accéder. Et puis, l'intégrité, c'est-à-dire est-ce que mes données représentent la réalité. Donc, tout élément d'audit de sécurité informatique, en fait, tout élément qui mesure la partie sécurité informatique repose sur disponibilité, intégrité et confidentialité. Et alors, une petite étude, alors je ne sais pas si jamais là on peut faire un sondage avec Zoom, mais on va dire à la limite, posez-vous la question suivante, c'est qu'est-ce que vous préférez entre A, gagner à coup sûr 100 € ou alors B, avoir une chance sur deux de gagner 200 €. Donc, une chance sur deux de gagner 200 €, une chance sur deux de gagner 0 €. Donc, à la limite, est-ce que vous pouvez mettre un ou deux dans la partie discussion? Bertrand, est-ce que les personnes peuvent écrire ou pas là, dans le Zoom? Alors, je vais même essayer de créer le poll. Mais en attendant, les gens, en effet, peuvent mettre juste un ou deux pour dire ce qu'ils préfèrent, je pense. Voilà, donc si vous mettez un ou deux dans le chat, il y a un petit onglet chat en bas et vous nous dites ce que vous préférez entre 1, gagner à coup sûr 100 € et 2, avoir une chance sur deux de gagner 200 €. Exactement. Donc là, effectivement, on voit quand même qu'il y a plusieurs 1 qui apparaissent. Et en fait, c'est du très classique. Oui, pardon. Ah, effectivement. Merci Aurélien. Donc, c'est très classique. En fait, vous mettez du 1 ou du A, donc comme beaucoup, comme ça, effectivement. Et maintenant, si je formule la question différemment, c'est qu'est-ce que vous préférez entre A, perdre à coup sûr 100 € ou alors B, avoir une chance sur deux de perdre 200 €. Est-ce que vous pouvez à nouveau mettre donc A ou B, s'il vous plaît, pour répondre à ça? Donc, cette fois, mettez A ou B. A, si vous préférez perdre à coup sûr 100 € et B, pour avoir une chance sur deux de perdre 200 €. Et je suis désolé s'il y a du bruit, il y a littéralement un moineau qui s'est posé, mais à côté de moi. Désolé. Grave, ça donne un caractère presque sacré à ta parole, Maxime. En fait, donc là, je vois qu'il y a un A, mais en fait, sinon, tout le monde met B. Et en fait, quand on regarde, en fait, ce que vous décrivez ici, c'est un phénomène très classique, c'est le phénomène d'aversion à la perte qui caractérise tous les marchés qui reposent sur l'assurance ou sur la sécurité, en fait, principalement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on formule un élément en disant est-ce que vous préférez être joueur ou avoir un résultat certain pour formuler un gain, et bien en fait, le gain certain est privilégié dans 72% des cas, alors que dans la deuxième approche, la perte maîtrisée, elle est prise en privilège que dans 36% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait que les gens sont joueurs dès qu'il s'agit de perdre de l'argent, si jamais je résume. À espérance mathématique identique, les gens préfèrent prendre le risque de perdre davantage, mais être joueur. Et en fait, la sécurité informatique, aujourd'hui, tout le problème, c'est que c'est exactement régi selon ces lois du marché. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens voient ça comme une perte certaine, un investissement en sécurité informatique, ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Ils le voient donc comme étant une perte certaine, et parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas bien la menace. Et donc,
ils préfèrent aujourd'hui être joueurs, ils préfèrent prendre le risque plutôt que de faire des investissements en sécurité informatique. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase où il y a plein de choses à faire en cybersécurité. Le marché représente 2,5 milliards d'euros en France, mais ça, c'était les chiffres de 2017. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance sur ce marché-là, elle est d'environ 8,3% par an. Ça, je parle vraiment que de la partie France. Donc, on est quand même sur des bons taux de croissance. Et en fait, avec le Covid-19 et l'avènement du télétravail vraiment partout, et donc beaucoup plus d'environnement aussi numérique, en fait, il y a énormément de croissance sur ce secteur. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, si on regarde par exemple le marché très français, et en fait, donc là, j'ai pris le marché français, mais il faut se dire que ça concerne tous les marchés un peu à culture latine. Donc, je sais bien que là, on s'intéressait plutôt à Centrale en Chine. Là, je suis désolé, j'ai pas les chiffres, malheureusement. Mais pour la partie latine, on va dire qu'on est vraiment sur des typologies de marché assez semblables à la France. Et on voit qu'en fait, la plupart du marché est constitué de prestations de services, donc principalement de l'audit ou du conseil. Et en fait, c'est relativement simple à comprendre, c'est que sur un marché qui est très, très, très complexe à comprendre, et en fait, les gens préfèrent s'entourer d'experts et d'humains qui vont un petit peu contribuer à rendre plus facile à palper le sujet plutôt que de s'équiper de logiciels où ça rajoute que des éléments encore plus immatériels et donc ils ont un peu plus de mal à travailler avec simplement des logiciels. C'est-à-dire que plus une entreprise est mûre, plus en fait, elle va travailler sur le sujet logiciel. Mais pour les entreprises moins mûres, elles travaillent sur des prestations de services. Au niveau des éléments, donc c'est un enjeu finalement qui est prioritaire mais qui est mal compris. Et les entreprises vont soit répondre à des sollicitations tierces avec des contraintes, c'est-à-dire que soit en fait vous avez des évolutions réglementaires qui en fait provoquent des investissements, soit elles externalisent avec des humains, des experts, et donc en fait, soit elles vont se dire en fait je fais confiance à un tiers. La partie liée aux contraintes externes, elle est particulièrement intéressante parce que historiquement, le marché de l'assurance automobile est régi par les mêmes lois. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui avaient les premières voitures dans le monde n'avaient pas spécialement d'assurance auto. Et c'est à force qu'il y ait des accidents et que finalement le marché se régularise autour du sujet, que finalement il y a eu une assurance généralisée obligatoire pour tout le monde. Et certains parlent d'assurance cyber sur le sujet qui peut aussi devenir obligatoire. Comment ça se passe une attaque informatique maintenant? Donc, vous avez en fait une machine qui lance une vague d'attaques. Et j'insiste sur le fait que c'est une machine. C'est-à-dire qu'en fait, cette machine, elle est vraiment, elle dort pas. C'est une machine qui coûte presque rien à l'attaquant et qui va parcourir tout Internet. À titre d'information, il faut 1 heure pour parcourir toutes les machines françaises exposées sur Internet. C'est-à-dire que c'est très, très peu coûteux, c'est très rapide à faire. Ça revient globalement à se dire, il y a un arbre. Je vais secouer très fort cet arbre-là et je vois ce qui se passe. En fait, il y a toujours des fruits qui sont un peu plus, on va dire, mûrs que d'autres pour se faire avoir et qui vont tomber. Et du coup, vous avez phase 2, une entreprise mal protégée qui va subir l'attaque informatique. Et c'est seulement quand cette approche un peu industrialisée, elle se produit, que là, il y a un humain qui prend la suite. C'est-à-dire que finalement, les humains n'interviennent que lorsque la machine a déjà identifié les cibles les plus faciles. Donc, si je reprends l'exemple de l'arbre en disant, en fait, Internet, c'est un arbre avec plein de fruits dessus, la question qui se pose, c'est est-ce que si on secoue votre arbre, est-ce que, en fait, vous tombez tout de suite ou est-ce que vous résistez un petit peu? Et votre objectif, c'est uniquement de réussir, finalement, à survivre à la phase un petit peu automatisée des attaques. Et donc, si jamais vous rationalisez comme ça la démarche, votre objectif numéro 1, si jamais vous voulez un petit peu avoir une sécurité plus forte que les autres structures, c'est simplement de se protéger des attaques automatisées. Si jamais je le formule différemment, il y a un proverbe africain qui dit si jamais vous êtes poursuivi avec un ami par un jaguar, par un guépard, pardon, en fait, ne cherchez pas à courir plus vite que le guépard, mais cherchez à courir plus vite que votre ami. En fait, en sécurité informatique, c'est est-ce que votre entreprise, elle court pas plus vite que les pirates, mais est-ce qu'elle court plus vite que les autres entreprises? C'est tout simplement ça le sujet, si jamais vous voulez essayer de vous défendre un petit peu. Les attaques automatisées classiques qu'on voit, c'est des attaques par brute force, on appelle, ou par dictionnaire, ou par phishing, ou avec des vulnérabilités connues. Donc, par exemple, la partie brute force, c'est en fait des attaques automatisées où on tente toutes les combinaisons possibles. C'est un peu comme si vous preniez un coffre-fort et vous tournez la roue du coffre-fort pour essayer de deviner les codes et vous mettez un stéthoscope sur le coffre-fort pour voir si jamais il y a quelque chose qui se passe lorsque vous obtenez cette valeur. C'est une approche ultra longue, mais qui est super efficace.
Vous avez une autre approche qui s'appelle l'approche par dictionnaire. En fait, ça consiste à récupérer des mots de passe volés, par exemple, sur Internet. Et derrière, partant de là, en fait, ce que vous faites, c'est vous prenez donc les valeurs du dictionnaire que vous avez volé et vous faites des tentatives de connexion là-dessus. L'hypothèse là-dessus, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est statistiquement, en fait, les humains ont des failles et en fait, ils utilisent, par exemple, en France, certains mots de passe un peu classiques. Par exemple, je t'aime, c'est tout bête, mais je t'aime, c'est un mot de passe très utilisé en France. Et donc, si vous tentez de trouver un mot de passe, si vous tentez je t'aime sur plein de comptes utilisateurs, vous allez avoir des choses qui fonctionnent. Les attaques par phishing, c'est quoi? C'est les attaques où vous recevez des emails automatisés qui vous disent, oh là là, en fait, vous avez un mot de passe qui est en train d'expirer, cliquez ici, par exemple, pour le modifier. Et ça, c'est des attaques qui fonctionnent très bien aussi en attaque automatisée et elles ciblent l'humain. En gros, on vous fait croire que l'email est légitime, ça a l'odeur d'un truc légitime, ça ressemble à un truc légitime, mais c'est pas légitime. Et si vous cliquez dessus et qu'après vous saisissez vos identifiants, vous vous faites avoir. Et le dernier élément, qui est en général celui le plus difficile à visualiser, et en fait, nous, c'est celui, par exemple, qu'on traite avec CyberWatch, c'est ce qu'on appelle les attaques par vulnérabilité connue. Et donc, c'est pour ça qu'on a un logiciel de gestion des vulnérabilités et des conformités, et je vais vous parler un petit peu plus de ce que c'est qu'une vulnérabilité connue, parce que vous verrez qu'il y a des actions simples à faire pour vous en protéger. Alors, si jamais on parle de vulnérabilités connues, les vulnérabilités connues, ce sont des défauts de sécurité qui, en fait, apparaissent au quotidien sur des technologies que tout le monde utilise. Typiquement, si jamais vous utilisez, par exemple, des produits Apple ou des produits Microsoft, en fait, ça vous rend vulnérable à toute nouvelle vulnérabilité qui affecte les produits Microsoft ou les produits Apple. Ces vulnérabilités, elles sont référencées sur Internet, sur des sites publics, dans une base, en fait, qui s'appelle la base CVE. Et en fait, l'acronyme CVE, c'est pour Common Vulnerability and Exposure. Et donc, vous avez plein d'informations sur Internet qui vous parlent des vulnérabilités comme ça. Et vous avez énormément de vulnérabilités. Les vulnérabilités, il y en a un peu plus de 40 par jour. Et en fait, ça fait beaucoup de vulnérabilités finalement. Et tous les jours, en fait, c'est des chercheurs qui se lèvent le matin et qui disent aujourd'hui, je vais essayer de casser du Microsoft, je vais essayer de casser du Apple. Et une fois qu'ils trouvent les vulnérabilités, ils les publient parce que ça permet de gagner un petit peu d'argent, notamment avec ce qu'on appelle des programmes de chasseurs de primes, de bug bounty. En fait, vous pouvez être payé à la prime par Microsoft pour chaque vulnérabilité détectée. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de vulnérabilités qui sont publiées au quotidien sur toutes les technologies que vous pouvez utiliser, donc Apple, Microsoft, Adobe, Mozilla Firefox, etc. Et en fait, ces vulnérabilités, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont publiées sur Internet, elles sont documentées sur comment les trouver, elles sont également documentées sur comment s'en servir. Et en plus de ça, vous avez même des kits d'attaque qui existent et qui sont publiquement disponibles sur Internet et qui vous permettent concrètement d'attaquer dans tout système, enfin de rentrer dans tout système qui est affecté par la vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je vous disais, tous les jours, on invente de nouvelles Kalachnikov. Et en fait, le schéma de la Kalachnikov, je vous le donne. Et en fait, c'est même plus fort que ça, c'est je vous donne l'arme gratuitement avec livraison gratuite à domicile. Donc, autant vous dire que ça peut faire des dégâts. Et il y a même des moteurs de recherche qui vous permettent de trouver les systèmes qui sont affectés par des vulnérabilités dans le monde. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et du coup, en fait, par rapport à ces éléments-là, ce qu'il faut se dire, c'est que la seule question qui se pose par rapport aux vulnérabilités, c'est est-ce que vous êtes protégé par rapport à celle-ci ou pas? Et pour se protéger, c'est tout bête. Il faut installer les mises à jour de sécurité qu'on vous propose sur votre système d'information. C'est-à-dire que quand vous voyez Windows Update, par exemple, qui se réveille en disant « Attention, il faut installer des mises à jour », à chaque fois que vous cliquez sur « Plus tard », vous vous exposez à des risques d'attaque par des vulnérabilités connues. Et ça pour tous les logiciels que vous utilisez. Et donc, à titre déjà d'individu, vous pouvez faire l'effort d'installation comme ça de vos mises à jour. Et en fait, à titre d'entreprise, souvent, il y a besoin de s'outiller avec des logiciels qui font la recherche pour vous des vulnérabilités qui vous aident à y voir plus clair. Quelques standards aussi à connaître. Donc, simplement pour vous parler très rapidement de quelques acronymes que vous rencontrerez si vous travaillez dans ce milieu-là. On parle déjà des normes ISO 27000X pour tout ce qui concerne la sécurité informatique. Donc, c'est toutes les normes qui régissent en fait la gestion de la sécurité de l'information. Et puis après, quelques éléments plus franco-français. Il y a CSPN, c'est une certification où quand elle est présente sur un produit, c'est un petit peu comme label rouge, c'est-à-dire que c'est de la qualité en termes de sécurité. Vous avez la loi de programmation militaire qui régit un petit peu les dépenses des organismes sensibles en France autour de la sécurité informatique. Et puis après,
Si jamais vous souhaitez travailler dans le secteur, donc il y a des méthodes comme OASP et OSSTMM, où là je vous inviterai à regarder dans la brochure, je vous donne des liens là-dessus pour en fait vous renseigner sur le sujet. Et après les certifications en général que les gens aiment bien passer si jamais ils travaillent dans le secteur, c'est l'OSCP si jamais on fait de la simulation d'attaque, ou alors CISSP si jamais on veut travailler comme défenseur en chef, qu'on appelle RSSI, donc responsable sécurité des systèmes d'information. Et le CISSP c'est un petit peu on va dire le standard des RSSI qui sont les plus reconnus au niveau mondial. Quelques compléments techniques pour vous décrire un petit peu donc les différents métiers. Le métier de base en sécurité informatique, c'est le pen tester, c'est-à-dire que c'est du service orienté attaque. On utilise des outils qui permettent de simuler des attaques informatiques et il y a beaucoup de recrutement tout simplement parce qu'il y a énormément de besoins sur le marché. Si jamais vous voulez vous différencier sur ce secteur-là, il faut essayer d'être expert sur des attaques de systèmes un peu exotiques. Typiquement, si jamais vous savez attaquer un ordinateur sous Windows, vous serez comme tous les autres pen testers. Si jamais par contre vous savez attaquer des systèmes qui sont des automates industriels, là vous intéresserez beaucoup de monde et vous pourrez vous démarquer du reste du marché. On a aussi après les consultants en SMSI, ça c'est les consultants qui font de l'organisationnel. En gros, ils prennent la norme ISO 27001 et ils regardent si jamais en fait il y a, si vous respectez la norme ISO 27001 chez vous. C'est beaucoup de Word, beaucoup d'Excel, en fait beaucoup d'humains, parce qu'il faut aller interviewer toutes les personnes qui sont concernées par le sujet dans l'entreprise. Donc ça, typiquement, si vous aimez bien les métiers du conseil, c'est l'idéal. Après, si on passe dans la partie service orienté défense, il y a la partie analyste SOC. Concrètement, ça veut dire qu'on installe des petits produits dans une entreprise et derrière, on regarde en fait si jamais il y a des problèmes qui remontent grâce à ces outils-là. Et on fait ça H24. Si jamais vous voulez faire la différence, faut savoir programmer. Et ça vous permet d'intégrer différents produits et de faire de l'automatisation. Ça, typiquement, c'est la bonne approche pour vous démarquer sur ce secteur-là. Enfin, il y a le métier de RSSI. Donc là, c'est chef de la sécurité dans une entreprise. Et le métier de RSSI, c'est il doit connaître un petit peu toutes les grandes normes du marché, plus ces normes qui s'appliquent à son secteur d'activité. Et après, il faut définir un modèle de menace, c'est-à-dire on dit quels sont les ennemis de l'entreprise, faire une stratégie de priorisation et puis après, en fait, tout simplement appliquer les règles contre eux. Si jamais vous voulez vous démarquer, du coup, vous pouvez passer la CISSP, ça marche très bien pour ça. Et enfin, vous avez la partie plus orientée produit cette fois-ci, où là, vous pouvez être développeur de logiciels en sécurité informatique. Et là, donc, vous choisissez des langages de programmation. Dans la sécurité informatique, en général, c'est plutôt du Ruby ou du Python. Et c'est un métier qui est très challengeant intellectuellement parce qu'en fait, faut faire des solutions qui marchent dans des environnements très différents et très difficiles. Le développement d'un produit, c'est toujours plus difficile que du service parce que beaucoup d'investissements initialement requis, plus plein d'effets de bord à prévoir. Et en fait, la principale difficulté de ce secteur-là, par contre, c'est que au-delà des difficultés techniques, vous avez aussi des difficultés commerciales parce qu'en fait, le marché européen, par exemple, est très pris par des acteurs américains. Et puis en fait, en Asie, c'est la même chose, c'est-à-dire que les marchés asiatiques, si jamais par exemple vous êtes à Hong Kong, le marché hongkongais est très prisé des acteurs israéliens et américains. Et du coup, ça fait que si vous voulez créer une entreprise localement, vous allez lutter contre de la concurrence internationale tout de suite. Et donc, c'est toujours un petit peu plus difficile. Ce qui est bien pour se démarquer là-dessus, c'est pratiquer déjà un petit peu les audits de sécurité informatique pour voir comment agissent en fait les attaquants. Et après, essayer de vous placer dans la tête d'un défenseur pour pouvoir proposer de nouvelles solutions là-dessus. Quelques ressources pour aller plus loin. Donc là, vous aurez les liens. Mais si vous voulez voir un écosystème complet de sécurité informatique qui existe sur le marché, vous avez Exapress, c'est un groupement français d'entreprises dans la cybersécurité. Et donc, regardez un petit peu comment ça se passe. Vous avez l'ANSSI, qui est l'agence française, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui parle beaucoup du sujet. Et ça vous donne aussi un exemple de ce qui se passe en termes d'agence gouvernementale. Il y a le NVD, qui est la base donc, de toutes les CVE qui existent dans le monde, donc de toutes les fameuses vulnérabilités connues. Et après, vous avez des standards complémentaires qui vous permettent d'évaluer les vulnérabilités avec le standard CVSS, par exemple, et un petit forum que je vous ai mis en lien, donc le Reddit, qui vous parle un petit peu de tout ce qui est NetSec, là, donc c'est le canal officiel un petit peu de discussion de tout ce qui est sécurité informatique au niveau international. Si jamais je vous parle maintenant un petit peu de la vision sur la suite, je ne vais pas prendre de grands risques en termes de prédiction parce que je déteste faire des éléments qui n'auraient pas trop de sens ou en tout cas que personne ne pourra vérifier. Par contre, ce qui est certain aujourd'hui,
c'est qu'il y a énormément d'emplois qui sont recherchés, en fait, qui sont en création sur la sécurité informatique. Et en gros, si jamais vous travaillez là-dedans, a priori, vous n'aurez pas de risque pour les 20 prochaines années. Surtout si jamais vous commencez déjà à anticiper des choses comme l'informatique quantique qui vont arriver donc assez prochainement avec tout ce qui est chiffrement quantique. Si jamais vous vous mettez à rechercher là-dedans, vous n'aurez aucun souci a priori pour être employable, on va dire, sur les 20 prochaines années. Et ce qu'on voit aussi, alors là, par exemple, c'est plus lié au marché européen, mais il y a une forme de protectionnisme qui se met en œuvre. C'est-à-dire finalement, on voit que les sociétés américaines achètent davantage américains, et ça, c'est un peu historique. Mais on voit que ça se produit aussi de plus en plus en Europe. C'est-à-dire que les sociétés européennes commencent à acheter de plus en plus européens. Et j'imagine que vous verrez la même chose en Asie. Donc, on voit qu'il y a une forme de protectionnisme sur les sujets de souveraineté cyber qui se met en œuvre. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Bertrand m'avait dit de faire, je crois, 30 minutes. Je crois qu'on a démarré à 12h17, il est 12h37, donc Paris tenu a priori. Je salue le sens du timing. Merci beaucoup, Maxime, pour ta présentation et pour tous ces points sur la cybersécurité. Comme on en a parlé, ce serait bien d'avoir du temps pour les questions, ce qu'on a. Donc, je vais sûrement laisser la place aux gens qui sont connectés également pour te poser quelques questions. Et donc là, je vais encourager tout le monde à ne pas être timide et à enlever son microphone et poser directement les questions à Maxime sur la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours la première la plus difficile, mais je suis sûr que vous avez des questions, ne serait-ce que sur des expériences qui ont pu vous arriver en entreprise, les budgets alloués à la défense de vos systèmes informatiques. On a un groupe de timides, j'ai l'impression, Maxime. Donc... J'attends, il n'y a pas de souci. C'est parti. Oui, bonjour Maxime. C'est donc Nicolas Dumont à Hong Kong. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu sur un slide, il y avait une mention sur les forensiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, donc la partie forensique dont je parlais, c'était sur la partie analyse de SOC, où en fait, c'était ici, je pense, c'était ça? En fait, pour résumer, oui, du coup, ça, la partie forensique, Donc, en fait, pour résumer, la partie forensique, ça, c'est le métier qui est vraiment le plus pointu dans la partie défense. Si tu veux rester dans du service et dans la partie défense, c'est-à-dire que si tu dis, OK, en fait, moi, je veux vendre mon temps humain et je veux vendre une expertise comme ça et je veux vraiment rester dans la vente de mon temps sur de l'expertise plus pointue, là, en fait, ce qui est très demandé, mais qui est aussi très difficile. En gros, c'est un petit peu le métier de policier scientifique, en quelque sorte, mais orienté attaque informatique. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une entreprise qui se fait attaquer, eh bien, tu dois diagnostiquer exactement la chaîne d'attaque, qu'est-ce qui a permis de compromettre le système d'information et comment ça s'est passé. Et ça, en fait, c'est ultra violent en termes de technicité et d'expertise requise. C'est-à-dire que c'est un peu le Graal du secteur. Parce que tout simplement, la partie sécurité informatique, une chaîne d'attaque de très bons pirates, elle va passer par tout un tas de choses. Elle va passer par plusieurs technologies, elle va en général passer par plusieurs phases dans l'attaque. Et donc, ça t'oblige à maîtriser énormément de technologies et à être capable de consulter les journaux d'activité d'énormément de technologies différentes, être capable aussi de les comprendre et après en plus être capable de faire un rapport qui, malgré toute l'expertise requise pour analyser ce qui s'est passé, il faut que tu fasses un rapport ultra clair pour en fait derrière que ce soit compréhensible par le commun des mortels, si tu veux. Et donc c'est super intéressant parce que c'est un petit peu essayer de comprendre ce qu'a fait le pirate et par contre c'est ultra difficile à faire. Ça revient vraiment à faire c'est vraiment policier scientifique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de faire les bons prélèvements. Il faut que tu sois capable aussi de derrière comprendre ce qui s'est passé et tout. Et donc, en général, si je te donne un cas concret là-dessus sur la partie forensique, le concept, c'est par exemple, tu vas devoir identifier quelle est là ou quelles sont les vulnérabilités connues utilisées dans la phase 1 de l'attaque. Ensuite, qu'est-ce que le pirate a compromis sur la phase 1 de l'attaque? Par où il est passé pour faire des attaques plus violentes derrière? Qu'est-ce qu'il a compromis exactement? Et puis, une partie qui est super intéressante en général du point de vue industriel, c'est que tu es obligé en fait de leur dire ce que le pirate a dérobé. Et pourquoi c'est important? C'est parce que
en fait, voler de la donnée, la particularité, c'est que si je te vole une base d'information, tu l'as encore, cette base d'information. C'est juste que moi aussi, j'y ai accès. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'information, tu peux la copier. Tu peux simplement la copier plutôt que la dérober. Et donc, si jamais, en fait, tu la copies, cette information, la personne qui s'est fait dérober, elle ne sait pas qu'elle s'est fait dérober initialement comme ça. Et la conséquence de tout ça, c'est que les assurances, derrière, quand elles vont faire leur constat pour pouvoir rembourser et indemniser, en fait, les entreprises qui sont faites pirater, ben, en fait, elles ont besoin d'avoir des rapports ultra poussés pour leur dire, OK, telle partie du système d'information a été compromise. L'attaque s'est passée comme ça rentre dans les cases de l'assurance ou pas, et en fait, voilà les dommages qui sont à attendre au niveau de l'entreprise. Donc, voilà ce que c'est que le métier d'analyste forensique. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, merci, c'est passionnant, ouais, super. Et cette activité-là, Maxime, est-ce que c'est pas l'activité développée par les autorités des pays, entre autres? En fait, les pays ont tellement de demandes en interne là-dessus qu'en général, les autorités se réservent, par exemple, ça pour les éléments vraiment un petit peu étatiques, un peu souverains, par exemple, pour les attaques vraiment, vraiment sensibles. Mais pour le reste, elles passent souvent par des contrats cadres avec des prestataires tiers qu'elles appellent pour les renforcer parce que tu n'as pas assez d'experts sur le marché là-dessus. D'accord. Parce qu'on en revient aux attaques entre autres, contre les hôpitaux qui sont, je dirais, des établissements étatiques. Alors, ça dépend, en fait, ça dépend, c'est-à-dire que la partie, par exemple, avec les hôpitaux, bah déjà, en fait, tu vas avoir des services liés à la sécurité informatique dans chaque ministère, et donc tu en as aussi, par exemple, au ministère de la Santé. Et puis, en plus, après, tu as l'ANSSI qui va faire intervenir aussi des experts sur le sujet. Mais en plus de ça, tu vas avoir aussi des experts privés qui vont être soit mandatés par un ministère ou par l'ANSSI, par exemple, soit, en fait, ils vont venir aussi en renfort pour faire des analyses complémentaires demandées par, en fait, l'hôpital, si tu préfères. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une place pour le secteur privé aussi sur ce marché-là, tout simplement parce que y a trop de demandes et il n'y a pas assez d'experts sur le sujet. Ton exposé, Maxime, occasionne chez moi une question. Cette compétence si particulière dans le domaine, entre guillemets, du piratage des données, permet-il, entre autres, de contrôler ce qui fait polémique actuellement en Europe et en Chine, entre autres, c'est la possibilité pour le matériel vendu par la société Huawei de pirater, sans que personne ne le sache, les données qui passeraient par leur matériel au profit de la Chine. Alors, pour la partie Huawei, je pense que la question elle doit être élargie, si tu veux. C'est en fait, on parle souvent de la Chine en tant que fournisseur de matériel comme ça un peu douteux, mais en fait, c'est simplement parce que la Chine est vue comme, on va dire, un partenaire commercial qui, de temps en temps, nous la met un peu à l'envers, entre guillemets, alors qu'en fait, les Américains font ça depuis des années. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, Cisco vend aussi du matériel où, quand tu regardes, il y a souvent des backdoors qui ont été trouvés. Après, ils disent, ah oui, mais en fait, c'était pas voulu, et du coup, ils appellent ça une vulnérabilité. Mais une vulnérabilité que le constructeur connaît et qui lui permet d'obtenir des informations, voire qui est fournie à certaines agences d'espionnage étatiques, t'appelles ça une porte dérobée si jamais tu es un peu plus pragmatique, entre guillemets. Oui, mais… Et donc, par rapport à ça, tous les constructeurs en ont. Hein. Mais est-ce que l'expert en sécurité informatique est capable de détecter ce genre de backdoor que tu expliques? Alors, la réponse, c'est ça dépend de l'expert et de son niveau d'expertise là-dessus, si tu veux. Mais surtout, ça dépend du est-ce que, quand tu vas acheter un routeur Huawei ou Cisco, par exemple, est-ce que tu as envie, toi, de passer les peut-être 100 ou 200 heures de recherche sur le sujet pour voir si jamais tu vas être impacté par ça ou pas. Et en fait, le truc, c'est que, quelle que soit la quantité d'énergie que tu veux mettre sur le sujet, c'est pas dit que tu aies en plus un résultat, et le fait que tu ne trouves rien ne confirme pas pour autant qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, on est plutôt sur des déclarations. Par exemple, tu as des labels qui aujourd'hui disent mon produit, il n'a pas de backdoor, il n'a pas de porte dérobée, il n'a pas en fait de choses volontaires. Mais en fait, même dans tous les cas, si jamais par exemple tu dis que ton produit, il n'a pas de porte dérobée, en fait, t'es pas à l'abri qu'un chercheur trouve un défaut de fabrication dans ton logiciel et que en fait, ce défaut de fabrication permettent à des gens de faire quand même de l'espionnage. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, en informatique, comme tout repose sur des choses ultra complexes, très, très, très difficiles à faire et qui sont faites par des humains,
ben, en fait, il faut se dire que le risque zéro n'existe pas. Et ce que font, par exemple, certaines entités, c'est si jamais elles achètent, par exemple, si jamais elles achètent, par exemple, un routeur ou un pare-feu d'un constructeur A, elles vont aussi mettre derrière le même type de matériel, mais d'un constructeur B, et elles vont chaîner comme ça les technologies avec plusieurs fournisseurs en faisant le pari que comme ça, si jamais il y a un des constructeurs qui a des vulnérabilités ou qui a pire encore des portes dérobées, l'enchaînement de technologies différentes va rendre plus difficile une attaque. Mais ça ne va pas la neutraliser, ça va juste la rendre plus difficile. D'accord. Très bien. Je me fais le gardien du temps également. On va rester 5 minutes de plus ensemble. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime avant qu'on termine ce call aujourd'hui? N'hésitez pas à prendre la parole. Nicolas, on a une autre. Oui, Maxime. Tu l'as évoqué brièvement en conclusion. Et c'est un sujet sur lequel moi, je ne suis pas du tout compétent, mais quand on parle d'informatique quantique, on a l'impression qu'on va pouvoir construire des ordinateurs qui peuvent quelque part envoyer des milliards d'instructions à la seconde. Et dans le cas, si on veut craquer un système, tester des milliards de mots de passe en une seconde. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment amener comme je peux l'imaginer, un bouleversement derrière sur tout ce qui concerne la sécurité informatique? Alors, je pense que oui, mais par contre, je pense que ça va mettre du temps à arriver pour le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, aujourd'hui, tu vas surtout avoir des États qui vont s'intéresser à cette technologie-là, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, toute la technologie de communication sécurisée avec des sites Internet utilisés par le grand public, donc le truc qu'on appelle TLS et qui en fait est lié au HTTPS, qui permet donc de se connecter à un site et d'échanger des informations sans que les autres puissent voir ces informations. Concrètement, ce qui fait que quand tu envoies tes identifiants bancaires sur un site, les autres ne le voient pas sur Internet. Et ben en fait, ces éléments-là, ça repose sur ce qu'on appelle des échanges de clés publiques et clés privées, si tu veux. En fait, c'est du chiffrement qu'on appelle du chiffrement asymétrique. Et il se trouve que ça repose tout ça sur des techniques à base de nombres premiers. Et en fait, ces nombres premiers, en fait, toute la stratégie, c'est est-ce que tu es capable de faire de la décomposition de très gros nombres dans leur facteur premier. Et il se trouve que la technologie quantique est super efficace pour faire ça. Le problème, c'est que les ordinateurs quantiques qui sont capables de faire ça, on les a pas encore a priori vraiment construits. Ou alors c'est top secret, si tu veux. Et donc, tout ça pour dire que le jour où tu vas avoir des ordinateurs qui vont vraiment être plus performants sur le sujet, ça va un peu bouleverser à minima la partie liée à la communication sécurisé sur Internet comme ça, sauf que entre-temps, il y a déjà des gens qui sont en train de travailler sur de nouveaux systèmes de chiffrement pour faire l'échange d'informations de manière sécurisée. Et donc, la seule question qu'il faudra que tu te poses, en fait, si mais tu veux vraiment préparer l'arrivée du quantique, c'est tout simplement, est-ce que tu veux travailler dedans? Et dans ce cas-là, il y a plein de travail intéressant sur la partie recherche. Ou alors, est-ce que tu veux simplement te protéger le jour où ça arrive? Et dans ce cas-là, il faut faire une petite veille pour voir les technologies et les méthodes de chiffrement qui seront pondues, je pense, d'ici 3 à 5 ans, si tu veux, et qui sont adoptées ou plutôt adoptables sur le marché et qu'il faudra déployer pour pouvoir se prémunir d'attaques de ce type-là. Mais clairement, si jamais en fait tu ne fais rien, entre guillemets, par exemple, si tu as un site très ancien que tu mets pas à jour d'ici 5 à 8 ans, il y a tout à parier que tu aies des problèmes parce que ça utilisera encore les méthodes d'aujourd'hui et elles seront un peu obsolètes face à des attaques par des ordinateurs quantiques, si tu veux. Ouais, ok. Ouais, merci. Très bien. Et on va peut-être prendre une dernière question. Et quand même, juste pour préciser aussi une chose, parce que j'aime pas dire que le monde va mal, c'est juste pour dire qu'en fait, ça, ce qu'on vit là, c'est des choses très classiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les techniques utilisées aujourd'hui pour HTTPS, initialement, on parlait de SSL. SSL, on a dit, c'est pas bien du tout, donc on a viré. On a utilisé TLS 1.0, puis TLS 1.1, puis maintenant, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus TLS 1.2. Et en fait, vous, en tant que particulier, et même moi, en tant que particulier, on n'a jamais vu de changement fort où on nous a dit « Oh là là, quand je vais sur ma banque, en fait, j'utilise TLS 1.2 maintenant. » En fait, c'est le navigateur web qu'on utilise qui, si jamais il est mis à jour, implémente les nouvelles techniques disponibles et se charge de faire la couche de sécurité. Donc, sous-entendu, attention, ça ne va pas changer non plus nos habitudes de consommateurs au quotidien, si vous voulez. C'est le navigateur web qui gérera ça pour nous. D'accord. Très bien. Merci Maxime pour la précision. Il y a toujours la place pour une dernière question avant qu'on termine ce webinaire, s'il y en a une.
Oui, peut-être une question rapide. Enfin, la question rapide, la réponse peut-être pas. On a beaucoup parlé des États. Effectivement, de quelle façon est-ce que les États s'impliquent dans la protection des données de leurs entreprises? Est-ce que dans chacun des pays, c'est le sujet de chaque entreprise, ou est-ce que dans certains pays, il y a une coordination, Alors d'États? là, il y a plusieurs stratégies. En fait, il y a plusieurs stratégies. La stratégie un peu historique que tu peux avoir en Europe, c'est les agences étatiques, par exemple comme l'ANSSI, pondent des documents que les entreprises après sont chargées d'appliquer, ou en tout cas des recommandations qu'elles sont censées appliquer. Et là, plus récemment, avec le plan de relance, par exemple du président de la République, ben en fait, là, tu as carrément même des enveloppes financières qui sont chargées de t'aider à implémenter ou à prendre en charge une partie des dépenses de sécurité informatique. Donc là, on voit qu'on va vers des choses un peu plus opérationnelles. Et puis, là, il y a même quelque chose de différent qui s'est passé aux États-Unis. Là, c'est vraiment ultra récent. Aux États-Unis, en fait, il y a même des entreprises pour lesquelles, en gros, certaines agences étatiques sont chargées d'attaquer l'entreprise. Ça a été validé par le juge. Elles attaquent l'entreprise, elles rentrent dans l'entreprise, et grâce aux droits privilégiés qu'elles obtiennent une fois qu'elles ont fait l'attaque, et ben en fait, elles colmatent les brèches. C'est un petit peu comme si je te dis, je suis un gendarme, j'ai vu que tu étais cambriolable, je rentre chez toi et je blinde ta porte. Et reste à voir si j'aimais ça, l'Europe va s'y mettre aussi ou pas. Enfin, l'Europe et l'Asie. Ouais. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Maxime, et merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. On va l'arrêter pour aujourd'hui. Bien évidemment, si vous avez des questions, si vous pensez à quelque chose à la suite de ça, vous n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer la présentation qui a été faite aujourd'hui pour tous ceux qui ont partagé leur email et pour qui on a les contacts. Et sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email, bertrand.menet@gmail.com. Donc, c'est prénom.nom@gmail.com, bertrand.menet@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de passer vos retours, vos questions, vos commentaires à Maxime et revenir vers vous dans les plus brefs délais. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous connecter régulièrement à notre plateforme Alumni, donc centrale, dans laquelle il y a tous ces événements, les journées annuelles, les contacts vers les groupes. Et Maxime, merci encore. Et donc là, tu vas pas de souci, avec plaisir. Et puis là, j'ai un autre rendez-vous dans 5 minutes, donc je dois vraiment y aller. Je suis désolé, mais à bientôt. Bonne journée. Et c'est très bien. Et merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée.